Vous avez déjà probablement entendu parler de Fago, la marque de chaussures et de vêtements. Ils ont un engagement fort contre le dérèglement climatique en se positionnant à mi-chemin entre une entreprise classique et une ONG. Et depuis sa création, Fago mesure ses émissions de CO2 avec un bilan carbone et ils les réduisent en utilisant des matières recyclées et en plantant un arbre pour chaque produit vendu. Et justement, aujourd'hui, on est avec Frédéric Munier, le cofondateur de Faguo. On va parler de leur début, de comment ils ont commencé, ce qui leur a permis de développer la marque et atteindre 14 millions de chiffres d'affaires, comment ils font pour planter un arbre pour chaque article vendu. Fred va aussi vous partager ses conseils pour réussir en entrepreneuriat et en e-commerce. Bonjour et bienvenue sur E-Commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Johan Bassinet et Irina Nico, et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Salut Fred, merci d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de t'accueillir sur le podcast. Bonjour Fred. Merci à vous, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors tu es le cofondateur de Faguo. J'ai découvert Faguo il y a pas mal d'années, je pense en 2011-2012, grâce à un reportage, je pense sur France 2 ou M6, donc ça remonte un peu. Et il y a plein de choses qui nous intéressaient, notamment sur votre engagement éthique, sur le fait que vous plantez un arbre pour chaque article produit. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce qu'est Faguo ? Donc je m'appelle Frédéric Munier, j'ai maintenant 33 ans et il y a un peu plus de 10 ans avec Nicolas, mon associé, on avait envie de porter des vêtements qui nous correspondaient plus. On avait 22 ans, on était sur les bancs de l'école ensemble et on se disait mais comment on peut faire les choses un peu différemment. Et nous en est venue l'idée d'abord on voulait faire la chaussure parfaite et inévitablement dès qu'on produit quelque chose c'est loin d'être parfait. Je pense que notre insouciance est un vrai truc positif parce qu'on voyait réinverser les choses et on a été la première entreprise de France à calculer notre bilan carbone prévisionnel en même temps que calculer notre bilan carbone. En même temps que calculer notre business plan, on calculait nos émissions carbone prévisionnelles. Et en fait, on a eu un constat avec Nico, c'est que, en fait, on allait polluer. Alors que nous, on s'était dit, non, on se met dans une démarche pour pas polluer. En fait, on allait polluer inévitablement avec certains efforts qu'on pouvait mettre en place dès maintenant de réduction de carbone et d'autres qu'on avait du mal à mettre en place. Et c'est là où nous est venue l'idée de se dire, en fait, on va pas réussir à tomber à 0% d'émissions. Donc, on va essayer de planter un arbre pour chaque produit qu'on vend dans une volonté de compenser ces émissions. Et ça, c'était du coup en 2010. Donc tu as connu tout au lancement, Johan, l'aventure Fago. Et justement, quand moi, disons, j'achète un produit chez Faguo, donc derrière, vous plantez un arbre. Comment ça fonctionne concrètement pour vous derrière ? Alors nous, en fait, on plante les arbres sur des plannings de production. C'est-à-dire que nous, on sait ce qu'on met en production et que toutes ces paires, a priori, on va toutes les vendre. En tout cas, on plante à la production et non pas à la consommation. Donc, c'est un élément important parce que même quand on donne une paire à quelqu'un, en fait, là, on plante vraiment un arbre. Et du coup, on travaille avec un pépiniériste qui s'appelle Naudet, N-A-U-D-E-T, et qui lui travaille en partenariat avec nous, avec des propriétaires terriens. Et voilà, et nous, on va apporter une subvention à des propriétaires terriens qui ont une volonté, et ça faut que ça corresponde à un cahier des charges un peu précis sur les jachères des terrains, que ça soit pas déjà du forestier, qu'il y ait pas mal de choses un petit peu techniques, et en plus qu'on soit sur pas que des résineux, qu'on soit aussi sur des feuillus et des mixtes de végétation. Et voilà, et donc on travaille avec Nodé qui nous aide à trouver les propriétaires terriens chez qui on va venir apporter des subventions pour qu'on puisse faire aboutir une plantation. Super. Et jusqu'à maintenant, vous avez planté à peu près combien d'arbres ? Un peu plus d'1,5 million d'arbres plantés. D'accord. Et donc les forêts se trouvent en France ? Ouais, en France, un petit peu en Belgique en fait. L'idée c'était de planter le plus proche possible de nos consommateurs. On avait 22 ans et quand on cherchait à planter des arbres, au début, un partenaire pour planter des arbres, on nous proposait toujours des plantations à l'autre bout du monde, on comprenait pas, on pouvait pas savoir où c'était exactement, on nous donnait juste un pays, etc. Et nous, c'était vachement important que ce soit concret et que ça soit aussi rigolo. Le côté, en fait, j'ai envie de short de soirée, demain, je vais voir mon arbre, je vais pique-niquer avec des copains autour de mon arbre, etc. Quoi. On voulait quelque chose de concret
Et voilà. Et du coup, on a voulu que ce soit le plus proche possible des consommateurs. C'est vrai que c'est très concret, le fait de se dire que n'importe quel produit, que j'achète, il y a un arbre qui est planté, c'est génial, c'était une très bonne idée. Pour revenir au début de Fago, au départ, vous créez des chaussures. Pourquoi s'être lancé dans le secteur de la chaussure et pourquoi pas dans un autre secteur? Bah, je pense qu'il y a une notion toujours d'affection avec un secteur, hein. Et nous, on était des consommateurs de mode, je pense. On aimait bien s'acheter des vêtements, regarder ce qu'ils faisaient, suivre l'aventure de marque, etc. Et du coup, bah, je pense que ça nous a beaucoup aidé à choisir le secteur dans lequel on avait envie d'évoluer. Et après, il faut savoir que Fago, on a commencé par de la chaussure uniquement. Et c'est par la chaussure, du coup, qu'on a commencé en se disant qu'il n'y avait pas beaucoup de barrières à l'entrée, qu'on voyait que tous nos copains avaient les mêmes paires de chaussures au pied. On se disait, bah tiens, on pourrait être un élément différenciant sur le marché de la chaussure. Donc c'était plus l'opportunité de se différencier de ce qu'il y avait, à cette époque-là sur le marché. Ouais, puis de voir qu'on avait toutes les mêmes paires de chaussures avec nos copains, du coup, se dire, bah attends, pourquoi on ne créerait pas une marque pour nous, quoi. Oui, oui. Et je me dis aussi qu'il doit y avoir, beaucoup de barrières d'entrée sur un secteur comme ça et vous étiez aussi jeune. Comment vous avez fait à l'époque pour démarrer une production, négocier avec les fabricants? Alors l'avantage d'être jeune à 22 ans, c'est qu'on est un peu insouciant et du coup, on se rend pas compte de ce que on va gravir comme montagne. Et en plus, on découvre tout avec un regard neuf parce qu'on n'a pas de préjugés, d'idées reçues, etc. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé dans notre faiblesse d'être jeune. Ça nous a beaucoup aidé à appréhender un secteur, ne pas avoir des réflexes déjà préétablis. Et après, bah, évidemment, beaucoup de barrières à l'entrée. Petit à petit, bah, en fait, grâce à la force de ne pas de prendre du temps pour découvrir les choses, bah, en fait, on arrive petit à petit à lever des barrières. Et aussi, on a été beaucoup aidé par plein de personnes un peu plus âgées qui avaient envie de monter une boîte, mais ne l'ont jamais fait et travaillaient dans le secteur ou parfois même un expert comptable qui vient vous donner un coup de main ou un chef de produit dans la chaussure qui vient vous donner un coup de main, etc. Parce que à travers nous, peut-être qu'ils vivaient une expérience entrepreneuriale euh, qu'il n'avait jamais vécu. Et du coup, il y a une forme de paternité qui s'est vachement créée. On a été aidé par un nombre ahurissant de personnes qui nous ont donné un petit coup de main, voire même des concurrents qui nous donnaient des petits coups de main parce qu'on allait les voir tout penauds en disant, ah, vous savez pas, vous connaîtrez pas une usine qui peut faire ça, vous savez pas comment on pourrait vendre à des magasins, vous saviez pas comment on peut monter un site e-commerce parce qu'il y a quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que toi dans le e-commerce et qui te donne un conseil. Voilà. Et à l'époque, on n'avait pas les podcasts. Aujourd'hui, il y a les podcasts pour apprendre tout ça. Et justement, vous avez levé des fonds au début ou c'était qu'avec du capital personnel? Alors, au début, on est parti avec 50 000 euros. Et nous, Nicolas, mon associé et moi, on a levé, encore, on a pris 17 000 euros 500 de dette. Et après, il nous manquait encore 15 000 euros. Et du coup, on est allé demander à 13 copains qui avaient entre, pareil, dans nos âges, quoi, 22, 23 ans, et qui ont investi chacun entre 500 et 2 000 euros. Voilà. Et du coup, qui sont devenus actionnaires de notre marque. Et quand on lance une entreprise, au début, le plus difficile, c'est de se faire connaître. Vous, comment vous avez fait au début pour développer la notoriété de la marque, pour acquérir vos premiers clients? Eh ben, bah, je dirais plein de facteurs qui n'étaient pas spécialement organisés. Le premier facteur qui était un peu organisé, c'était que c'était les débuts de Facebook, des réseaux sociaux, de manière générale. Et du coup, bah, c'était vachement facile d'acquérir des clients via les réseaux sociaux. Euh, donc, nous, on a vraiment bénéficié de cet effet-là. Le deuxième chose, c'est que personne ne peut acquérir des clients sans un bon produit. Je pense qu'on avait trouvé le bon produit et que ça reste notre priorité absolue de toujours faire des chaussures confortables, résistantes, dans lesquelles on se sent bien pour affronter les aventures du quotidien. Après, le troisième facteur clé de succès, mais ça rejoint la question précédente, on avait nos copains qui avaient investi dans cette aventure. À 22 ans, 500, 1000 euros, c'est énorme à 22 ans comme argent. Et clairement, c'est devenu nos meilleurs ambassadeurs aussi. Voilà, donc tous ces facteurs clés de succès ont permis de faire connaître petit à petit la marque. Donc la bonne période des réseaux sociaux, la nouveauté, l'histoire aussi. Bah, on en a parlé en préambule, mais l'histoire différenciante avec, bah, en fait, pour cette chaussure, tu te rends compte que ça pollue, que nous, que la marque, elle va essayer de réduire ses émissions de CO2, et que en plus de ça, on va planter un arbre en France que tu stockes plus de carbone que tu n'en émets, quoi. Donc ça, c'était vachement important et précurseur.
c'était difficile à expliquer. On a beaucoup résumé au début avec juste une paire de chaussures, un arbre. Mais petit à petit, tu vois, on l'explique de mieux en mieux la démarche de réduire nos émissions, qu'on les calcule, qu'on a réussi à passer de 9 kg à 6 kg de CO2, voilà, et qu'on veut continuer à réduire et qu'on a un objectif de 4 kg de CO2 bientôt. Puisqu'on parle de CO2, votre bilan carbone, vous le publiez à quelle fréquence? Et est-ce que vous avez quelqu'un en interne qui est spécialisé sur tous ces aspects environnementaux ou est-ce que vous passez par un organisme externe? On le réalise tous les 5 ans, on le révise régulièrement, ce bilan carbone, on le publie en permanence, donc il est toujours disponible en termes de publication. On le donne à beaucoup de gens d'ailleurs, parce que pour nous c'est très important que les gens puissent aller au fond du sujet. Après, non, on a personne en interne. On s'appuie sur l'ONG de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Good Planet pour calculer notre bilan carbone. Voilà, parce que on trouve que c'est des experts, etc., et que c'est important que ça soit un regard indépendant aussi. Que ce soit pas nous, parce que comme on fait certifier des comptes, c'est important de faire certifier son bilan carbone. Et après, en interne, on est très vigilant à qu'il n'y ait personne dédié à ces questions-là, parce que tout le monde doit être dédié à ces questions-là, en fait. C'est ça un peu notre philosophie chez nous, c'est qu'on n'a pas un responsable, c'est que tout le monde doit prendre en main ce sujet-là, chacun à sa hauteur, que ce soit le directeur commercial, que ce soit la chef de produit, que ce soit la directrice financière, tout le monde doit avoir une implication forte. Et qu'en est-il de recyclage? Je sais que vous avez lancé récemment une gamme de chaussures recyclées à 75%. Tu peux nous en dire plus sur le recyclage? Alors, ça rejoint un petit peu notre volonté depuis 10 ans là de réduire. Donc, on dit toujours c'est un triptyque Fago, c'est mesurer nos émissions de CO2, les réduire et enfin les compenser avec un arbre. Et dans ce pool de réduire nos émissions de CO2, depuis 10 ans, on avait mis beaucoup d'actions en place sur les transports, sur les packaging, sur les voilà, et déjà sur le recyclé, et que on avait beaucoup de barrières parce que le recyclé c'était pas si facile que ça, etc. Et que c'est un des moyens de réduire. Il faut savoir que dans notre bilan carbone, sur les 6 kg de CO2 dont on parle, 3 kg proviennent des matières premières. Donc du cuir qu'on utilise, du coton qu'on utilise, du caoutchouc qu'on utilise. Ça émet la moitié des émissions de CO2 de la paire de chaussures ou d'un produit, hein, parce que maintenant on fait plus que des paires de chaussures, on fait plein de choses. Et, euh, et du coup, ces émissions de CO2 qui représentent plus de la moitié, un des moyens, c'est déjà de choisir dans les matériaux des matériaux moins émetteurs en CO2. Voilà, donc on avait déjà beaucoup d'actions sur ce point-là. Et puis d'autre part, c'est quand on a vraiment envie d'un cuir, essayer d'utiliser un cuir recyclé, ça émet 3 fois moins de CO2, quoi. Donc c'est vachement important. Quand on est sur un coton et qu'on arrive à faire en tout ou partie en coton recyclé, on arrive à descendre de 50% les émissions de CO2. Voilà, donc c'est vachement important pour nous. Et aujourd'hui, on a un challenge, c'est de monter à 75% tous nos produits et d'arriver à 100% recyclés, au moins que tous nos produits soient en partie recyclés. Vous savez, quand on fait du recyclé, souvent on est obligé de mettre de la matière noble. Donc par exemple, si on prend le coton, on est obligé de mettre des fils de coton neufs avec des fibres de coton recyclés. Et voilà, et du coup, on peut pas encore faire 100% de coton recyclé, par exemple. Mais ça progresse énormément et on a la chance d'avoir un secteur en pleine mutation en ce moment. Et du coup, nos sous-traitants sont de plus en plus à même de nous proposer des matériaux recyclés. Donc voilà, c'est vraiment important pour nous d'être ça fait longtemps qu'on était dans le recyclé et on a pour volonté vraiment de devenir leader là-dessus et d'arriver après à être en boucle fermée à moyen terme, c'est-à-dire d'arriver à récupérer nos propres produits, ce qu'on fait déjà, hein, mais que nos propres produits fournissent aujourd'hui, c'est globalisé dans une chaîne d'approvisionnement un peu complexe, et c'est d'arriver à que nos propres produits deviennent nos propres produits de demain, quoi. Quand on récupère un produit dans nos bennes, dans nos magasins de recycler, on arrive à en faire un deuxième produit. Voilà, et ça, bon, c'est un travail à grande échelle, mais ça serait notre rêve. Donc notre boucle, elle est fermée déjà, c'est-à-dire qu'on récupère les anciens vêtements, quelle que soit la marque, dans toutes nos boutiques, et on les fait démanteler, etc., pour en faire des nouvelles matières. Et voilà, et demain, il faudrait qu'on arrive à récupérer 100% de nos produits, etc. Il y a un vrai enjeu de collecte voilà, et avec la chaussure qui a quelque chose d'un peu spécifique parce que comme c'est plein de matières avec des cols dedans, avec des fils, avec du caoutchouc, avec des œillets en nickel, etc. Bon, bref, c'est plusieurs agglomérats. C'est très difficile de séparer
ces matières-là pour les recycler. Et je pense que ce n'est pas si facile de trouver le bon partenaire pour recycler toutes ces matières ou bien pour sourcer les matières recyclées. Et c'est encore plus difficile quand on a plein de vêtements différents. On a du chêne et trame, on a des chaussures, on a de la bagagerie avec des cuirs dessus. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Oui. Alors, on a parlé un peu des débuts de Fago, mais où vous en êtes aujourd'hui? Fago, c'est quel chiffre d'affaires? Vous êtes combien dans l'équipe? Alors, Fago, aujourd'hui, on est un peu plus de 70 dans l'équipe. Ça fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, on est présent avec deux grands pools d'équipes, une équipe au siège qui représente à peu près la moitié des personnes, et puis une équipe dans nos magasins aussi qui représente l'autre moitié des personnes, puisqu'on a des magasins en propre depuis 3 ans maintenant, on ouvre des magasins en propre, dans une volonté encore de se rapprocher du consommateur final. D'ailleurs, il me semble que vous avez déménagé à Nantes il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'était aussi d'un côté pour se rapprocher des équipes ERAM? Ouais, non, pas vraiment pour se rapprocher des équipes RAM, mais je pense qu'on a une volonté chez Fago d'essayer de penser les choses différemment, de se dire, bah voilà, en fait, on pense qu'on reste des citadins, on aime la vie en ville, etc., mais qu'on veut se rapprocher de plus en plus de la nature, qu'il y ait de moins en moins de frontières entre la nature et la ville, voilà, pouvoir s'échapper rapidement, en fait. Je pense que notre génération, elle a besoin de ça. Elle s'avoue citadine, mais elle a besoin de s'échapper rapidement, d'aller partir un week-end au bord de l'eau, d'aller partir un week-end faire de la randonnée dans la campagne, d'aller faire un peu de sport en montagne, etc. Et voilà. Et donc on trouvait que c'était d'apporter une belle équation entre la nature et la ville, voilà, et de se dire bah, non, on peut faire les choses différemment. Toutes les marques sont pas obligées d'être à Paris. Voilà, nous ça faisait 10 ans qu'on était à Paris, on disait ben c'est de plus en plus difficile d'en sortir et de vivre pleinement sa vie à la fois proche de la nature et à la fois citadine. Et voilà, et du coup, pour se mettre d'accord entre les salariés, les collaborateurs, etc., on a choisi la ville de Nantes. Mais... C'est vrai que c'est une ville très agréable, il y a une belle qualité de vie et comme tu disais, un bon équilibre entre la vie citadine et la nature. Tu as la mer qui est toute proche. On avait bien aimé aussi. Je mentionnais aussi ERAM pour venir à la relation entre Fago et ERAM. Comment ça a évolué au fil du temps et où ça en est aujourd'hui? Alors ouais, alors peut-être pour remettre dans le contexte, ERAM est un groupe industriel français qui fait à peu près 1 milliard d'euros et il nous avait approché assez tôt dans notre aventure entrepreneuriale pour prendre une petite participation chez nous. Ils sont rentrés du coup en 2012, 3 ans après le lancement chez Fago, au capital de Fago. Donc on a fait une petite levée de fonds parce qu'on en avait besoin, etc. Et nous, on trouvait ça intéressant à la fois de s'appuyer sur un groupe industriel qui a plus d'expérience et qui a un savoir-faire vraiment, et à la fois aussi financier, hein, parce qu'il y avait des apports financiers. Et à la fois pour eux, je pense que ce qu'ils venaient chercher chez Fago, c'était pas vraiment parce que quand il fait 1 milliard et que nous, ils sont rentrés chez Fago, on faisait à peine 2 millions. On avait calculé qu'on faisait 2 heures de chiffre d'affaires du groupe, donc c'était vraiment ridicule, annuel. Voilà. Et du coup, je pense que eux, ce qui venait, c'était chercher la fraîcheur, une autre manière de penser, évidemment la dimension environnementale. Et voilà. Et du coup, là où on était précurseurs, et puis cette agilité. Aujourd'hui, bah, ça se passe très bien. On est chacun chez soi, hein, parce qu'ils sont minoritaires chez nous, et voilà. Mais on a des bons échanges, des échanges agréables. C'est un groupe familial, donc c'est un groupe très à l'écoute, en découverte, hein. Voilà. Et du coup, ça se passe toujours très bien. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 10 ans que tu as cofondé Fago. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais voulu savoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat et voir l'e-commerce? Ah, ah. C'est une bonne question, non? Je pense qu'il faut pas savoir trop de choses. Justement, Ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu notre force d'avoir été un peu innocent. Cette innocence doit être une force parce qu'elle permet de réinventer des modèles, etc. Donc ça j'ai souvent tendance à le répéter. Après, évidemment, il y a plein d'erreurs qu'on a faites, il y a plein de choses qu'on referait différemment, de mieux, de foncer, de créer son premier site internet. Je me souviens, le premier site internet, on l'avait sorti en 3 semaines, qu'il y avait on a fait plein d'erreurs, mais ces erreurs, elles font partie de l'apprentissage et elles se pilotent assez bien, je trouve, dans le temps, et à écouter, les autres, voilà, ce qu'il faut, et peut-être c'était la chose, toujours avoir une envie de découvrir des choses, et ne jamais être figé sur des idées, quoi. Tout peut changer, et voilà. Et pas se faire des points de blocage aussi, peut-être, sur des choses qui nous semblent être des points de blocage, les statuts, les pactes d'associés, les choses comme ça. Tout ça se change au fur et à mesure du temps.
Et d'ailleurs, sur les points de blocage, parce que quand même, passer à 10 millions et plus de chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a des choses au niveau du mindset ou de la manière d'approcher l'entrepreneuriat ou le business que tu as dû débloquer pour faire plus de chiffre d'affaires ou aller plus loin? Alors, je dis souvent, on est à la fois une belle société qui passe de 0 à 10-12 millions. Là, on va faire 12 millions on va faire 14 millions et on a fait 12 millions en 2019 de chiffre d'affaires. C'est à la fois rapide et très lent. Je m'explique. Je pense toujours à ces sociétés qui passent de passer de 1 à 70 collaborateurs en 10 ans. En fait, chaque année, on a pris 3, 4 collaborateurs et du coup, on a eu du temps d'intégration, on a eu du temps, même nous en tant que founder, hein, de digérer les choses, de grandir, de mûrir les choses, d'y aller à petite vitesse. Et c'est de nos forces aujourd'hui, c'est que ça nous a évité des grosses erreurs, comme on peut voir dans des plus grosses boîtes qui passent de 0 à 100 personnes tout de suite, etc. Avec des super success stories, mais aussi des difficultés peut-être qu'on n'aurait pas été capable de mener, moi et mon associé. Donc voilà, là où je veux en venir, c'est la dimension de cette chance d'avoir appris petit à petit au fil de l'eau que notre métier il évolue au fur et à mesure du temps, parce que quand vous gérez une équipe à 4 personnes ou à 2 personnes au début et que vous en gérez une à 70, évidemment ça change plein de choses, mais que grâce au temps qu'on a eu, on l'a fait en 10 ans, on a pu bien le digérer et peut-être s'éviter beaucoup d'erreurs. Tu parlais tout à l'heure du premier site que vous avez fait en 3 semaines. Tu peux nous en dire plus? Comment ça s'est passé? C'était toujours sur PrestaShop? Je sais même plus la techno, mais je me souviens juste que le premier site, on avait travaillé avec une agence, etc., avec qui on est toujours en lien, et on n'avait même pas pensé à faire de la gestion de stock, pour vous dire le niveau d'innocence dans lequel on était. Donc, on n'avait même pas de gestion de stock. Donc, en fait, on vendait des produits un peu comme si vous vendiez du service, mais il n'y avait pas de stock, il n'y avait pas de gestion de taille, et du coup, on a dû fermer le site au bout de 36 heures. Parce que en fait, on commençait à avoir 500 commandes et on se disait, mais en fait, est-ce qu'on va avoir le stock? En fait, est-ce qu'il reste plus de 46? Mince. Bref, c'était assez rigolo ce phénomène-là, de se dire, en fait, on n'avait pas de gestion de stock. Et voilà, du coup, on en a enchaîné beaucoup des erreurs comme ça. Et peut-être les conseils que je donnerais, c'est de prendre du temps à étudier d'autres sites et à faire un vrai cahier des charges qu'on n'a pas du tout fait parce qu'on était toujours pressé, quoi. Oui, oui. Après, vous êtes allé vite, donc c'est l'avantage aussi. Ouais, c'est ça. Il faut juger entre la perfection et la rapidité. Et aujourd'hui, en ce qui concerne le marketing digital, vous avez une équipe, j'imagine? Ouais, on a 4 personnes sur le digital chez nous. Voilà, avec du graphisme évidemment, de tout ce qui est le responsable du site e-commerce chez nous. Et voilà, et aujourd'hui, ça représente plus de 25% de notre chiffre d'affaires le digital, donc c'est important, quoi. En fait, au départ, c'était 100% digital. Et au fil du temps, vous avez développé votre réseau de distribution physique, retail, des magasins. C'est bien ça? Ouais, non, dès le départ, on avait déjà des magasins multimarques qui revendaient nos produits parce qu'ils nous appelaient pour nous dire ah, on adore votre marque, etc. Et donc, on avait à la fois du e-commerce et à la fois des magasins multimarques. Et puis, on a toujours ça, hein, du e-commerce, des magasins multimarques, mais depuis, on a aussi des magasins en propre, des magasins complètement à l'effigie de Fago. Vous en avez combien aujourd'hui, des magasins en propre? On en a 25. Et après, on a 350 multimarques en France et dans le monde qui nous revendent. Et qu'en est-il des marketplaces? Je crois avoir vu Fago sur Sarenza. Ça représente une grande partie de vos ventes, les marketplaces? Non, ça représente 2-3% pour l'instant. Mais on pense que c'est quelque chose d'avenir qui va grandir. Le seul difficulté encore à aujourd'hui, c'est qu'il y a des lourdes barrières à l'entrée, dans le sens où pour intégrer une marketplace, où on intègre et on est tout petit, et on a du temps pour recréer des fiches produits sur une marketplace comme Sarenza que vous citiez, mais où où il faut être un peu très solide pour commencer à faire toute l'informatique avec plein de marques pour s'adapter à chaque marketplace. Et dès que vous changez un truc, c'est très compliqué quoi, à gérer en entretien, en gestion informatique et aussi en gestion de SAV. Donc aujourd'hui, le marché il est en train de mûrir aussi. Il y avait beaucoup d'abus sur les taux de commission des marketplaces. Je pense qu'il y a 2-3 ans, quand
C'était il y a 5 ans quand on a commencé Marketplace. Il y avait d'un petit peu d'abus, tout était fait à la main. Aujourd'hui, c'est de plus en plus borné. Voilà, et du coup, ça se fait. Voilà, et aujourd'hui, nous, c'est un de nos piliers pour grandir grâce au Marketplace. Et en plus, ça évite que quand vous revendez un multi-marque pure player Internet, de faire du transport pour rien. Et nous, dans notre recherche de réduction carbone, c'est important pour nous. Ouais, c'est vrai que les marketplaces, dans certains cas, oui, ça peut être utile pour aussi acquérir des nouveaux clients. Est-ce que vous, il y a des canaux que vous utilisez comme Facebook, Instagram ou la publicité peut-être sur Google que vous utilisez pour acquérir des nouveaux clients? Alors oui, évidemment, on fait toujours un petit peu d'acquisition avec du retargeting pour les acquisitions de clients. Ouais, voilà, on va être plus sur de l'existant ou au moins des centres d'intérêt existants. Et puis après, évidemment, de l'acquisition pure, Facebook, Instagram, j'en passe et des meilleurs, même jusqu'à du Google Ads. Hein. Mais on essaye que la priorité soit de bien servir nos clients. Parce que nous, on considère vraiment que c'est cool d'être très agile, d'aller dépenser beaucoup sur Instagram, mais que la meilleure façon de soigner notre marque et du coup d'augmenter notre chiffre, c'est de servir au mieux nos clients et du coup, d'une part, de vérifier que tout se passe bien pour eux dans leur vie de client, d'autre part, et du coup, on investit beaucoup dans notre système de CRM, par exemple. CRM, donc la relation client avec nos clients B2C. Donc la retention et la fidélisation, c'est ce qui est vraiment prioritaire. C'est ça, et puis de leur apporter qu'ils aient une bonne connaissance de la marque, en plus de consommer nos produits, ils ont aussi cette satisfaction de connaître la marque, de les impliquer dans des actions. Là, on vient de mener une action sur la réduction des emails dans nos boîtes mail pour éviter de stocker des emails qui servent à rien. Voilà, la newsletter d'il y a 4 ans chez Sarenza, vous n'êtes pas obligé de la garder dans votre boîte mail, quoi. D'accord, donc vous avez créé une opération avec les clients pour réduire l'impact écologique. Ouais, c'est ça, exactement. On a supprimé 3 millions de mails, donc c'est quand même colossal, quoi. Ça fait beaucoup de CO2 dont vous êtes débarrassé. Exactement, et on l'explique un peu sur notre site internet à quel niveau ça réduit le CO2. Et tu parlais de Gmail, des emails. Quels seraient tes outils préférés au quotidien, plus productifs ou que tu aimes Ouais, on utilise Trello chez nous, on utilise évidemment Gmail et Hangout énormément. Pour nous, c'est voilà tout ce qui est fichier collaboratif, quel qu'il soit, un serveur sur Dropbox, voilà. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre on avait fait un petit mapping là, qu'on est en train de finir euh, pour euh, pour regarder le nombre d'applications diverses et variées dans lesquelles il y avait de l'information et qu'on était monté à plus de 300 applicatifs de notre boîte mail où il va y avoir un email, par exemple l'email de Johan enregistré, à notre fichier client, bref. Et du coup, notre agilité, c'est d'arriver à faire les passerelles entre tous ces applicatifs. Voilà, donc il y en a plein que j'aime beaucoup. Trello et Hangout sont les deux plus forts. Évidemment, mon PrestaShop, évidemment, un nombre d'outils incroyables et les réseaux sociaux. Ça serait trop difficile de se passer de certains. Oui, Trello, on l'utilise aussi, c'est pas mal. Alors, pour finir, quel est ton meilleur conseil que tu donnerais à des e-commerçants? Le meilleur conseil, c'est de ne miser pas tout sur l'acquisition. Aujourd'hui, les prix de l'acquisition flambent de plus en plus. Je pense qu'on voit beaucoup d'articles sur ce sujet-là, que bientôt, c'est plus tenable pour plein de business d'aller faire de l'acquisition parce qu'il faut payer 10 euros pour acquérir un client. Et si vous vendez un produit pas très cher, c'est de plus en plus difficile. Donc, pensez produit. Remettez-vous que c'est chouette l'acquisition, c'est top, mais pensez produit, pensez communauté, pensez client. Et qu'est-ce qui va faire que ce client-là va avoir envie de revenir, quoi, et va avoir envie d'en parler autour de lui, et que c'est ça votre meilleure acquisition, la moins chère et la plus forte. Donc c'est ça le conseil que je donnerais. Ouais, c'est vrai que l'acquisition ne fait pas tout. Une fois qu'on a acquis le client, il faut tout faire pour le garder, le fidéliser. C'est ça, et de le satisfaire pour qu'il ait envie d'en parler aux autres, quoi. Bah super, merci Fred pour ton temps et ce partage d'expérience. Sur quel site ou réseaux sociaux on pourra en savoir plus sur toi et sur Fago? Alors très clairement, sur la marque, ce sera sur fago.fr. Et sur la partie perso, ce sera sur mon profil LinkedIn, Fred Munier. Parfait, on mettra tous ces liens en description de l'épisode. Bah merci encore à toi, à bientôt. Merci Fred, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.
Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez nous aider à le faire connaître. Le meilleur moyen pour ça, c'est de faire 2 choses toutes simples. Vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'être visible dans les recommandations d'iTunes et donc de faire découvrir le podcast e-commerce geeks à de nouvelles personnes. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.